Keishai Productions, en partenariat avec la boutique Mansaya, 49 rue Léon Fro, Paris 11e, vous présente Mix Up. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous recevons un artiste rappeur, auteur, compositeur et interprète, mais aussi écrivain d'origine congolaise. Il fait de la musique depuis l'âge de 15 ans, mais il s'est fait connaître par le grand public avec le titre « Arrêté » de la compilation Au style 2006, qui est devenu un classique du rap français. Il fait partie de ces artistes à la plume incroyable, aux textes poignants, mais sans langue de bois. Italien, Tony pas loin, soit sur 15 sauce, ça on meurt seul, point gauche serré, l'alliance qui brille, le sable sont chers, la mort est gratuite, pour du cash ou une tasse, ça part en vrille, nos âmes sont sales, pourtant nos parents prient, une balle s'échappe, une daronne crie. Les guns sont plaques, la coque est blanche, oui. D'après ma prof d'art plastique, ça donne des cadavres gris. Si vous souhaitez vous procurer les albums ou encore les livres, rendez-vous sur sa page Facebook pour avoir un petit peu plus d'informations. Notre invité de la semaine est Desporuti de Maester. Alors bonjour Desporuti. Bonjour à toi. Maester. Oui, Maester, nouvellement Maester depuis presque 2 ans maintenant. Exactement. Tu te fais appeler comment en général? Plutôt Despo, Desporuti? Aujourd'hui, les gens qui ont eu l'habitude depuis presque 10 ans de m'appeler Despo, ça ne me pose pas de problème, mais mon nom d'artiste officiel depuis presque 2 ans maintenant, c'est Maester. Alors tu as 35 ans, tu es d'origine congolaise, donc tu es un artiste rappeur, auteur, compositeur, interprète, mais tu es aussi écrivain. Oui. Et alors tu as commencé la musique en 96-97. Voilà. Donc au départ, toi tu n'étais pas du tout intéressé par le rap, tu écoutais plutôt parce que tu trouvais que c'était pas super musical, il n'y avait pas de musicalité. Pas du tout musical en fait. Ouais. Et je trouvais surtout qu'il y avait... C'est bizarre de la part de Despo Maester de dire ça, mais à mon sens, en fait, si tu veux, il y avait des manières de faire passer ces messages sans forcément d'insultes, en fait, sans forcément cette violence, cette vague de violence qu'il y avait là. Et après, moi, quand j'ai commencé à écrire des paroles, j'ai essayé d'y apporter ma touche de... mon approche à moi qui était différente. Je pense qu'elle n'était pas plus tendre, hein, mais elle était... Voilà, il y avait des noms d'oiseaux quand je jugeais que c'était nécessaire et généralement, c'est pas tout le long du morceau quand même. Alors, c'est un de tes voisins qui t'a parlé de l'importance du texte et de la plume dans le rap. Ouais. Donc, tu as découvert la Clica, l'Invincible, Armada. Donc, tu as ton ami Don Hickson, Auster d'ailleurs, qui t'ont vraiment poussé. Et en 99, tu enregistres tes premiers titres, donc c'est Tout ce que je n'aurais pas et Les Refs meurent. Exact. Donc ils sortiront sur la mixtape Ghetto Superstar. Et puis ce qui t'a révélé au grand public finalement, c'est le titre Arrêté, qui est sorti sur la compile Au style 2006. Et ça fait partie d'ailleurs des classiques du rap français. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Après, bon, moi c'est vrai que enfin pour les gens j'ai un problème, mais au bout d'un moment... Je finis par l'accepter, c'est que moi, Arrêté, comme tous mes morceaux, pour moi, ce sont tous des classiques, tu vois. Et il y a des gens aujourd'hui qui s'en remettent pas, quoi. J'ai eu beau avoir sorti 4 disques plus tard, 10 ans après, ils disent « Ouais, c'est Arrêté, moi, c'est Arrêté, c'est Arrêté ». Je pense aussi qu'il y a un peu de nostalgie qui joue dans tout ça. Complètement, surtout dans le rap français. Ouais, complètement. Alors toi d'ailleurs, tu as écrit ce texte après être sorti d'une garde à vue, dans laquelle tu avais été accusé... Tu commences à me faire peur. C'est la police aussi. Après avoir été accusé à tort justement d'une affaire de stupéfiants. Que représentait ce titre pour toi à cette période-là? Ce titre-là, ça représentait en fait, si tu veux, plus qu'un coup de gueule contre l'État, ça représentait un ras-le-bol du monde dans lequel je vivais, quoi. J'étais un peu enfermé, je me sentais un peu enfermé dans le monde et j'ai voulu pousser un cri comme ça parce que avant d'être embarqué, en fait, j'étais en train de me prendre la tête avec un ami que je ne citerai pas. 1/2 heure avant, on s'est pris la tête parce qu'il me disait
oui, on a fait des paris et tu m'as pas payé mon argent. On s'est pris la tête pour ça, quoi. Des paris. Ouais, si tel club perd, Oui. tu me dois 50 €. Oui. Tu vois, et il a vraiment pris ça pour une vraie dette. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais dans une situation financière délicate et j'ai trouvé ça complètement déplacé pour un ami, en fait, quoi. Et déjà, je suis descendu, j'étais très énervé. Donc, quand j'y vais, je lui donne, je lui remets ses sous. Et je lui dis pas bonjour, je remets ses sous et je m'en vais pour retourner à la baraque. Et immédiatement, j'ai été interpellé, en fait, comme ils ont cru que c'était un échange, en fait, de stupéfiants et d'argent. Alors toi, en 2001, tu as arrêté la musique. Ouais. Tu as essayé par la suite de te lancer en indé, mais cela n'a pas toujours été simple, ça n'a pas été facile, car c'est un milieu assez compliqué. L'industrie musicale a beaucoup changé ces dernières années avec l'arrivée du streaming, YouTube, les réseaux sociaux. À l'époque, être signé en maison de disque était un parcours du combattant et c'était aussi le rêve de chaque artiste. C'était le rêve de tout le monde. Hein. Oui. C'était le rêve de tout le monde. Et moi, bien que j'ai été la personne qui m'a un peu mis le pied dans la compréhension, enfin, m'a fait comprendre un peu l'industrie de la musique. Dès les débuts, elle m'a dit, ne signez jamais, vous pouvez le faire seul. Vous pouvez fabriquer vos CD seul, vous pouvez vendre seul, trouver un distributeur, trouver un truc, machin. Mais nous, on avait des yeux d'adolescents. Tu vois, nous, c'était Secteur A, IAM, disque d'or, 400 000 ventes, 700 000 lui. Je fais la même chose, tu vois. Et je n'avais pas compris à l'époque la pertinence de ce discours. Nous, peut-être qu'on le voyait un peu comme... tu sais, un ancien qui te dit « Oui, nous, à l'époque, nous, c'était comme si. » Je dis « Ouais, c'est bon, les temps, ils ont changé, tu vois. » Donc, bon, ça m'a permis, en fait, si tu veux, de comprendre un peu l'intérieur de l'industrie musicale. C'est un peu le concept, ce que j'appelle, moi, le concept du cheval de Troie, quoi. Je suis un peu rentré dedans pour le détruire à ma manière de l'intérieur. Et donc en 2006, il y a la sortie de ton premier album, qui est un double album, donc c'est Les Sirènes du Charbon. Exact. Il y a eu un problème avec la pochette de l'album qui mettait en image des CRS qui entouraient justement un enfant noir. Donc il y a eu des problèmes, il y a une plainte qui a été déposée par la police dans un syndicat de police, ouais. Et puis il y a eu des problèmes de droit à l'image, forcément. Donc toi, tu as été condamné à payer une amende de 40 000 €. Avec du recul, que penses-tu justement de cette condamnation et penses-tu que c'était juste ou pas tant que ça? De mon point de vue... Parce que tu étais jeune à cette période. Ouais, c'était mon premier disque et on a eu cette notification judiciaire peut-être 2 à 3 mois après la sortie du disque, donc qui est un peu, comment dire, tué dans l'œuf un peu, quoi. Hein, parce que l'exploitation d'un projet, c'est facilement un minimum de 6 mois. Complètement. Et donc, cette photo existait, en fait. C'est pas une mise en scène. Hein. Oui. Ça veut dire, c'est ça que j'aimais, en fait, moi, dans cette pochette, c'est qu'elle représentait tellement, en fait, l'univers dans lequel moi, jeune de quartier, de cité, comme beaucoup de mes amis, on vivait et les frustrations qu'on pouvait ressentir et pourquoi. C'était une image qui expliquait, entre autres, pourquoi est-ce que un enfant de cet âge-là, qui doit avoir peut-être 8 à 9 ans, ou peut-être 10 ans à tout casser, quand il a 16 ans, il a des frustrations que d'autres enfants qui ne sont pas de ces milieux-là n'auront pas, qui sont préoccupés à jouer avec leurs trucs. Lui, il est quand même entouré de CRS parce que ses parents se font expulser, donc lui aussi, du coup, il perd sa chambre, il est en bas. Et injuste, oui, je pense que c'est injuste parce que c'est une photo qui existait déjà sur Internet. Oui, donc il y avait un photographe derrière. Il y a un photographe qui a eu le droit de l'exploiter, parce Exactement. que s'il n'avait pas le droit de l'exploiter, en réalité, elle aurait dû être supprimée de ces plateformes-là, Internet, et ne pas figurer dans tel ou tel site, en fait. Et pourtant, tu as été le seul à avoir été attaqué. J'ai été le seul. Bon, après, ça serait complètement injuste de ma part de renvoyer toutes les épaules qui ont supporté cette condamnation que sur moi, parce qu'il y a eu moi qui ai pris 10 000 €, mon producteur qui a pris 10 000 €, le distributeur qui a pris 10 000 € et le graphiste qui a pris 10 000 oui. €. Donc voilà, les 40 000 € ont été répartis dans ces 4 intégrités. Alors pour toi, le projet Conviction Suicidaire donc, ne t'a pas permis de faire ce que tu aurais aimé faire. C'est-à-dire que c'est le seul projet qui est sorti en maison de disque, mais il a été exploité pendant seulement un mois. Un mois et demi environ. Ouais. Donc tu devais faire un gros concert à la Cigale avec Nesbill, Alonso, avec Mac Taylor aussi. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon toi? Mon cerveau. Si tu veux, j'ai été hospitalisé
2 mois et demi, peut-être plus tard. Hein. Plus tard, d'accord. En psychiatrie. Oui. C'est mon cerveau qui a dit non, en fait. Et non pas qu'il n'a pas compris, c'est qu'il a dit non à tout ce que je vivais dans mon entourage et dans le monde actuel, en fait. Quoi. Oui. De 2010 en fait à 2016 en fait, hein, jusqu'à l'album Master, Oui. Le double album Master, j'ai eu peut-être 5 hospitalisations psychiatriques. En fait. Oui. Donc pendant de 2010 en fait à 2016, il n'y a eu que ça en fait presque dans ma vie. Ça a pris une place énorme parce qu'une hospitalisation psychiatrique de 3 semaines, t'es cuit pendant 9 mois, 1 an quoi. Exactement. Donc voilà, j'ai réussi à me relever du coup seul en fait quoi. Seul. Bon, c'est un peu injuste de dire ça, il y a eu une femme qui m'a beaucoup aidé. T'as beaucoup aidé, oui. Une femme qui m'a beaucoup aidé, une relation d'ailleurs qui m'a guéri, hein, je peux on va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Mais alors toi, tu étais dans le label Y&W. Non, à la base des bases, j'étais sur Soldats sans grade. Oui, Soldats sans grade. J'ai sorti Les Sirènes du Charbon et Conviction suicidaire. Oui. Et j'étais après parti pour un album qui devait s'appeler Les Funérailles des Tabous. Oui. C'est là qu'il y a eu une scission entre moi et le producteur pour différentes raisons aussi. J'étais pas bien dans ma peau, j'avais plus la même conception de la musique, la même conception de mon statut, oui. Que je voyais bien plus que rappeur en fait, parce que je conceptualisais tout, je faisais la création artistique en fait quasiment seul et voilà, j'avais jugé à ce moment-là qu'il était complètement injuste pour moi de ne porter que la casquette d'auteur-interprète en fait. Et d'ailleurs, ton album qui est sorti en décembre s'appelait initialement Dr Sophie Saïd, ouais. Donc tu l'as rebaptisé, renommé Je n'ai rien fait d'autre que mon travail, Monsieur Simba. Ouais. Donc le mari de ton médecin n'était pas vraiment content. Je suppose que ça doit être ça. C'est normal, tu me diras. Ouais, c'est vrai. Bon, après, je pense que c'était aussi le besoin de ce cher docteur ou cette chère doctoresse de garder son anonymat, parce que ça peut, voilà, on peut comprendre qu'il y ait des cas parfois très difficiles en psychiatrie qui peuvent être très en colère vis-à-vis d'un médecin et qui peuvent faire des bêtises. Mais moi, c'était vraiment pour la remercier en fait de m'avoir sorti de là-dedans. Un hommage. C'était vraiment un hommage et d'ailleurs dans cet album, à aucun moment je ne m'adresse à elle avec un manque de respect quelconque. Oui. C'est que je ne fais que lui rendre hommage et la remercier de tout mon cœur pour le sérieux qu'elle a mis pendant ses soins. Alors, ce projet a l'air d'être beaucoup plus introspectif. Il est vraiment profond. Les morceaux ne sont pas d'ailleurs formatés au standard actuel parce que tu peux en retrouver certains qui font plus de 10 minutes. Ouais, la plupart des morceaux sont à plus de 5 minutes. Oui, complètement, complètement. Alors, qu'est-ce que ça représente pour toi justement cet album ? C'est sûr que c'est l'album le plus personnel que j'ai fait, quoi. Ouais. C'est l'album le plus personnel. Le seul truc qui est aussi personnel, c'est mes livres. En fait. Il fallait que je m'explique déjà à moi-même pourquoi la psychiatrie. Pourquoi cette direction spirituelle complètement inédite en fait dans le paysage du rap français principalement même. Et je pense que j'ai pensé à ce moment-là qu'il serait aussi bénéfique en fait il permettrait en fait aux personnes qui m'écoutent de comprendre un peu comment est-ce qu'on a pu passer de Conviction suicidaire à un album comme Master, quoi, qui pour certaines personnes c'était un choc total, quoi. Et je pense que c'était à ce moment-là que j'ai jugé qu'il était nécessaire de dire qui j'étais réellement. Oui. Parce que les gens avaient leur avis. Oui. Là, j'ai raconté mon histoire, j'ai raconté mes histoires, j'ai raconté la psychiatrie, j'ai raconté un peu mon enfance, comme l'enfance de beaucoup de gens, j'ai raconté ma fille, j'ai raconté mes relations amicales, familiales, sentimentale, ma conception, ma perception du mensonge, de la vérité. Dans l'album aussi, il y a un morceau qui parle aussi des stupéfiants, de l'alcool. Oui. Tu vois, j'oublie la mesure. Donc, je pense que c'était le moment pour moi de parler de mon vécu vraiment de A à Z. Et d'ailleurs, vivre de sa passion n'est pas toujours chose facile. Donc, tu as connu des hauts, mais tu as connu aussi pas mal de bas. Ouais, quelles sont les plus grosses difficultés que tu as rencontrées ? Les difficultés d'ordre professionnel, tu parles ? Oui.
Oh, les plus grosses difficultés, je pense que la chose qui m'a vraiment plombé, c'est le fait de ne pas être inspiré en fait, pendant mes hospitalisations. D'ailleurs, principalement, ouais. Pas la dernière, parce que la dernière, j'avais de l'inspiration. D'accord. Parce qu'effectivement, quand on est sous cachet... Pour moi, j'y arrivais pas. Oui. J'y arrivais pas parce que il y avait quelques effets secondaires. Et puis, surtout, j'en étais à ma 4 ou 5e hospitalisation. Donc, je suis en train de me dire, j'en sortirai jamais, quoi. Donc, une hospitalisation psychiatrique qui peut partir de ce qu'ils ont appelé une dépression, mais qui en emmène une autre parce que tu es dans un état de dépression qui t'empêche. Voilà. Qui se mord la queue. Absolument. Donc j'étais un peu coincé là-dedans et j'ai réussi à en sortir pour moi grâce à une femme et surtout grâce à la direction spirituelle que j'ai pris vraiment. Voilà. On te souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup, je vous souhaite le double. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Desporuti, ou plutôt devrais-je dire Master. Pascal. Pascal. Trésor. Azou aussi. Azou Simba. Alors, un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. D'accord. Tu seras face au miroir. Ok. Et donc face à toi-même. Ok. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux. Oui. Le plus. Il va charger de te poser quelques questions. D'accord. Alors tu as face à toi Maester, ton double. Ah. Il y a des questions à te poser. D'accord. Ou alors des comptes à régler. Oh. Alors tu es né au Congo. Tu as vécu entre Brazzaville, donc où ta grand-mère vivait, et entre Kinshasa, où chez tes oncles et tantes maternelles. Raconte-moi un petit peu cette période. Pour préciser un peu, je suis officiellement né au Zaïre. Et cette grand-mère m'a emmené avec elle au Congo-Brazzaville, où je pense que je devais avoir peut-être 4-5 ans. Et après, j'ai fait pas mal d'allers-retours, les vacances, Zaïre, Brazzaville. Mais mes souvenirs les plus parlants, les plus vifs, sont au Congo-Brazzaville. Et cette période, en fait, je me suis déjà découvert être un enfant en fait, complètement différent des autres et de ne pas être dans les clous des enfants africains. En fait. Par exemple, moi, j'ai fugué, quoi. J'avais même pas 10 ans. Et j'aimais pas, en fait, j'étais complètement contre certains préceptes d'éducation africain et je le vivais très mal et un jour j'ai craqué, je me suis barré quoi. Alors, il y a une de tes phrases qui m'a interpellée. Donc c'est « J'aurais aimé vivre et mourir dans le ventre de ma mère comme un lithopédion ». Est-ce que tu t'es déjà posé la question de ton existence sur Terre? La question de mon existence sur Terre, jusqu'aujourd'hui, je me la pose et c'est vrai que depuis tout petit, je me la pose cette question. Parce que j'ai eu des douleurs en fait, qui, à mon sens, étaient insupportables depuis très jeune. Et j'ai jamais compris le concept de venir au monde pour souffrir, en fait. Et j'ai d'autres phrases qui disent donner la vie, c'est tuer à petit feu. Parce qu'un enfant qui naît aujourd'hui, il va mourir dans quelques temps. Donc on le tue un peu en lui donnant la vie. Et c'est un peu... c'est un acte égoïste pour moi de procréer. Surtout quand on n'accompagne pas ses enfants jusqu'à la fin de leur vie, pas seulement jusqu'à la maturité, parce que justement quand on n'a plus les parents à côté de nous, on découvre les douleurs de l'indépendance. Il y en a. J'aurais aimé vivre naître et vivre et mourir dans le ventre de ma mère comme un lithopédion. C'était une manière de dire en fait, je résume aussi la vie comme ça en fait. Mais au moins, j'aurais pas été à l'extérieur, j'aurais été uniquement avec la personne que j'aime, quoi. J'aurais été en rapport avec elle seulement. Alors, la vie est parfois cruelle quand on est enfant. Donc toi, tu t'es retrouvé à certaines périodes à devoir voler pour pouvoir être comme les autres enfants, porter des Air Max. Tu t'es retrouvé à devoir mentir sur qui tu étais. Donc en te faisant passer par exemple pour un Antillais, ouais. Au lieu d'un Africain, parce que tu avais l'impression que les Africains étaient mal vus. Donc c'était à l'école, tu étais victime de racisme étant enfant, lorsque tu es arrivé en 92, que tu quittais le Congo pour arriver en France.
Donc tu as entendu des injures telles que sale noir, pas mal de choses comme ça qui sont assez difficiles, peut-être traumatisantes. Est-ce que tu ressentais en tant qu'enfant un sentiment d'injustice? Sentiment d'injustice. Bon, je pense que de toute façon, une personne qui ne se comporte pas comme elle doit se comporter avec une autre personne est une personne injuste. Aujourd'hui, avec le recul par rapport principalement à ces situations que tu viens d'évoquer, bah, je pense que les enfants sont des produits de leur environnement. C'est un peu des branches comme ça que les parents ont décidé d'orienter vers tel voisin plutôt que l'autre. En fait, en les attachant, quoi. C'est pour donner une direction, pour empêcher une branche de prendre une direction bien précise, on doit la ficeler avec je sais pas, du fil de liane ou je sais pas quoi. Mais c'est un peu ça, donc c'est des enfants qui n'ont pas forcément eu à décider ce qu'ils devaient penser des autres intégrités ou de la vie. Donc ils ont eu des parents qui pensaient comme ça. Ils ont vu des films ou des dessins animés ou qui s'exprimaient en ces termes-là vis-à-vis des gens qui pouvaient être différents. Donc aujourd'hui, oui, j'ai un recul à ces enfants-là, je leur en veux pas du tout. Même si je pense que, ça c'est en rapport avec ma spiritualité, qu'il y a des bonnes âmes et des mauvaises âmes. Et que ce n'est pas parce qu'on a vécu des choses difficiles qu'on doit être mauvais plus tard. Ma spiritualité, moi, elle m'emmène à en fait, la vision, la conception des choses que l'âme d'un enfant, en fait, naît lors de la connexion des deux parents. Et selon le degré d'amour, d'authenticité dans la bienveillance pour l'un envers l'autre que les parents ont eu, bah, l'enfant sera de telle ou telle manière, aura une âme comme ça, un cœur comme ça. Même si ce n'est pas forcément une science exacte sur tous les coups. Alors certaines rumeurs peuvent être infondées, mais la personne, la principale concernée, est toujours la mieux pour établir la vérité. On t'a collé au tout départ l'image d'un provocateur, puis celle d'un fou. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2009, tu as appris que tu étais père pour la première fois par hasard d'une fille de 3 ans via les réseaux sociaux. Après ça, tu as sorti ton album Conviction suicidaire, donc tu as été interné. Il y a eu pas mal d'événements dans ta vie. Il y a eu la perte d'un ami, il y a eu des huissiers qui pouvaient débarquer chez toi, il y a eu la perte de confiance en soi, la passion de la musique. Toutes ces choses-là qui peuvent faire que finalement, on peut perdre les pédales à un moment ou à un autre. Est-ce que tu pourrais nous livrer cette partie de ta vie et pouvoir expliquer aux gens qu'on ne peut pas qualifier de quelqu'un de fou sans savoir ce qu'il en est? Alors déjà, par rapport à la découverte de ma paternité, c'était quelque chose de très très difficile parce que je pensais en fait que, enfin j'avais décidé en fait clairement de ne jamais faire d'enfant dans ma vie. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un acte égoïste. Est-ce qu'on met un enfant au monde si on est certain de lui apporter du bonheur à chaque instant? Et à partir du moment où on l'envoie à l'école, où cet enfant a accès à une sociabilité, en fait, à une vie sociale avec d'autres êtres humains, on n'a plus le contrôle. Quand cet enfant a 30 ans et qu'elle va se mettre en couple et vivre des choses dont on se dira ne pas être responsable, mais en fait on est responsable. Si cet enfant souffre, on est responsable parce qu'on l'a mis au monde. Nous sommes les premiers responsables de ça. Donc je ne voulais pas avoir d'enfant parce que déjà moi-même, je suis issu d'un cocon familial chaotique. C'est le cas de le dire. Et je ne voulais pas reproduire ça, quoi. En fait, un père à gauche, une maman à droite, parce que même si j'avais décidé de donner la vie en fait avec la meilleure, avec la plus grande authenticité, le plus grand espoir que tout se passe pour le mieux,
bah, j'aurais pas pu, en fait, au bout de 5 ans que cet enfant est venu au monde, savoir ce qui allait se passer 25 ans plus tard, 30 ans plus tard. Il y aurait peut-être fini par avoir un divorce. Même si j'avais décidé de la naissance de la petite avec la maman, il y aurait pu avoir un divorce, il y aurait pu avoir séparation des parents, et on serait revenu à la même, la petite aurait été finalement dans la même condition. Donc c'est pour ça que j'ai vécu ça très très durement, parce que j'avais l'impression, en fait, moi, de répéter, en fait, ce qui m'est arrivé à une intégrité dont je n'ai pas décidé, en fait, l'existence. C'était quelque chose que j'ai vécu comme une profonde injustice. Et après, en ce qui concerne, d'ailleurs, j'en ai fait une chanson, en fait, de mes névroses, un peu par rapport à ça, qui s'appelle Ani Mitztaher. Ça signifie « je suis désolé » en hébreu, parce que ce que je dis dans le morceau, justement, c'est que élève ta compréhension, grandis vite. Une fois pubère, l'oubli de la contraception fera de toi la créatrice d'une vie. Donc ça peut aller très vite aussi. Et donc concernant les hospitalisations psychiatriques, c'est vrai qu'une chose, la première chose vraiment qui a été très très douloureuse pour moi, c'est que je pensais que mon entourage de l'époque allait tout faire pour pas que ça s'ébruite. Parce que je pensais clairement que en fait, j'allais faire mon hospitalisation, sortir, que personne n'en saurait rien. D'une, ça s'est ébruité très rapidement. Et dans un second temps, en fait, c'est que j'ai négligé, en fait, la liberté des gens en psychiatrie, en fait. Si j'ai la personne qui est dans la chambre à côté, si elle reçoit un pote qui me connaît, bah c'est foutu. Et puis après, les gens, bon, qui disent que je suis fou, je pense qu'ils ont un peu raison quand même. Parce que pour tenir certaines prises de position, les assumer, il y a certaines personnes qui trouvent ça extraordinaire, qui trouvent ça exceptionnel. Donc ce qui est, d'ailleurs, dans le langage aujourd'hui, un truc qui n'est pas conventionnel, on dit c'est un truc de fou, c'est un truc de ouf. Et ouais, et comme il y a certaines personnes qui disent « Ouais, toi tu fais du rap conscient », et moi je leur dis l'inverse, je dis « Non, je fais du rap inconscient », en fait. C'est complètement inconscient, en fait, de vouloir dire la vérité dans un monde où les gens, dans un concept musical où les gens ont envie de s'ambiancer, envie que tout aille dans leur sens pour pouvoir t'écouter et apprécier ta musique. Et puis je suis fou de la vie. Je suis fou des êtres humains justes, donc je suis fou des gens bien, donc je suis un peu fou. Après, c'est ma façon d'un peu comment on appelle ça, de désensibiliser tout ça. Alors Maïchter. Oui, c'est moi. Donc tu as eu 5 hospitalisations en 6 ans, tu as perdu pas mal d'amis, beaucoup t'ont lâché. Il y a ta psychiatre, le docteur Sophie Saïd, qui a été présente pour toi. Elle t'a aidé à remonter la pente. Mais elle n'était pas seule à te sauver. Il y avait aussi cette femme, Ève. Ouais. Mais t'es vraiment bien informée, hein. Oh là là, elle connaît le prénom. Oh mon Dieu. Qui était ton ex, qui est ton ex aujourd'hui, actuellement, qui t'a beaucoup aidé. Qu'est-ce que ces 2 femmes ont pu t'apporter? Et de quoi t'ont-elles sauvé? Si tu veux, là, pourquoi j'ai décidé d'appeler cet album Dr Sophie Saïd aussi pour une des raisons, en fait, qui a été pour moi vraiment c'était dingue, parce que je pense au moment où, en fait, de ma seconde hospitalisation, parce que j'avais porté une atteinte physique à une personne qui était en train de me tuer, en fait, qui était en train de noyer mon âme, quoi, à chaque instant de vie commune. C'était une femme aussi avec qui je vivais. Et s'était passé quelque chose de grave. Et j'ai été hospitalisé à la suite de ça. J'ai aussi, enfin, un petit peu avant ça, j'ai voulu me donner la mort, en fait, tout simplement. Et quand j'ai été hospitalisé, en fait, cette jeune femme voulait venir à l'hôpital. Et le docteur Sophie Saïd s'est opposé à ça pendant plusieurs semaines. Et la jeune femme, bon, elle connaissait le numéro de l'étage, en fait, parce qu'il y avait une salle commune où n'importe qui peut appeler. En fait. Si on ne tombe pas sur la personne, on dit « Oui, je voudrais parler à monsieur un tel, mais attendez, je vais la chercher ». Et donc c'était comme ça, tel patient prévenait tel patient qui avait un coup de fil pour elle
au bout de l'étage. Et du coup, elle m'appelait comme ça. Et moi, j'étais dans une naïveté qui me disait, avec ce qui s'est passé, elle m'a pardonné. Donc, je veux bien remettre les couverts, en fait. Et le docteur voyait ça d'un très mauvais œil parce que j'étais en train d'un peu remonter tout doucement la pente, hein, parce que je découvrais vraiment les gros neuroleptiques. Hein. Le risperdal, c'est de la risperdone, c'est vraiment très costaud. Et j'avais besoin de m'adapter à ça, j'avais besoin de ressusciter en fait. Hein. Et elle, c'était une relation vraiment très conflictuelle, qui a d'ailleurs en plus de ça été une des raisons principales de la première hospitalisation. Et donc le docteur s'est opposé à ça et la jeune femme a insisté, oui, il faut que tu fasses en sorte au moins de m'avoir un entretien où tu seras avec moi et pour que je puisse demander l'autorisation de te voir au docteur. Et elle a beaucoup insisté pour ça. J'ai demandé à la psychiatre une fois, deux fois, elle disait non. J'ai insisté encore en croyant qu'en fait c'était une bonne chose de remettre les couverts. C'était catégoriquement pas le cas en fait. Ça c'est ma conception aujourd'hui des choses. Et une fois que j'étais en face du docteur avec cette jeune femme, bah, le docteur a dit à la jeune femme, je vous écoute, allez-y. T'es là, oui, c'est vrai, il s'est passé ça, oui, machin, mais moi je l'aime, j'ai envie de recommencer, de continuer ma vie avec lui, tout ça. Et le docteur l'a regardé droit dans les yeux, a dit, mais c'est pas normal. Et ça m'avait interpellé quand même, cette implication en fait que la doctoresse a eue à ce moment-là, parce qu'elle aurait pu dire, bon, il veut se remettre avec lui, il veut se remettre ensemble, bon, tu prends tes cachets, bon, c'est bon. Et ben, elle a regardé le côté humain de la chose, en fait, ce que cette femme-là était en train de faire à mon âme, et elle a voulu me protéger de son venin, cette jeune femme. Et après, pourquoi est-ce que j'ai renommé, par exemple, cet album Je n'ai rien fait d'autre que mon travail, Monsieur Simba? C'est parce que, à la sortie de cette hospitalisation-là, j'ai dit, je lui ai vraiment dit un merci vraiment sincère. J'étais très ému, je lui ai dit merci de m'avoir aidé, de m'avoir soigné comme ça, et elle m'a dit je n'ai rien fait d'autre que mon travail, Monsieur Simba. Et donc je trouvais ça d'une grande humilité. Et puis comme je suis toujours dans un mode en fait authenticité par rapport à mon vécu, bah, j'ai voulu renommer cet album avec les phrases du psychiatre, puisque je ne pouvais plus mettre son nom. Et donc Ève, excuse-moi, j'ai pas fini avec Ève. Et donc Ève, je la rencontre pendant une rupture que j'avais avec, je l'appelle la vipère, l'autre, hein, donc, avec la vipère. Une rupture, et j'étais parti de la maison, donc je devais tout recommencer à zéro. Je buvais beaucoup parce que j'avais pas perdu pas décidé de quitter seulement mon domicile conjugal, entre guillemets. Et du coup, on s'est rencontrés à ce moment-là, et on a passé de super bons moments. Après, il y a eu une coupure parce que j'ai été tourné le rôle principal d'un film. Quand j'en suis revenu, on ne s'est pas vu pendant quelques semaines, et après on s'est revus. Et à la suite de ça, on a vécu 4 ans ensemble, et c'est vraiment, je pense, elle qui m'a vraiment appris en fait les obligations logiques et qui doivent être vécues avec patience et raison d'une vie de couple. Et du coup, elle a rétabli ma confiance en fait en une relation sentimentale. Alors, tu as grandi dans une famille chrétienne. Tu étais agnostique. Ouais, de mon propre choix. Voilà, tu étais considéré comme étant un anti-religieux d'ailleurs. Donc toi, tu as trouvé ta voie et ta vérité dans la spiritualité juive, judaïque. Donc en 2014, tu décides d'arrêter la musique pour la tchouva, donc la rédemption, pour te rapprocher de ton créateur. Parce que tu considérais la musique comme étant malsaine à cette période-là. Donc la foi t'a sauvé. Absolument. T'a sauvé à l'hôpital. Absolument. Et à côté de ça, il y a pas mal de personnes qui se demandent quel a été l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, il y a tellement d'éléments déclencheurs. Je pense que mon vécu, en fait, est à lui tout seul un élément déclencheur. Hein, parce que tout à l'heure, j'expliquais que les premiers épisodes d'ordre spirituel, ils me sont arrivés à Brazzaville. Et
J'avais peut-être 7-8 ans, peut-être, hein, quelque chose comme ça. Et bon, après, l'élément déclencheur, je pense tout simplement que avant d'entamer cette tchouva, c'est que j'avais l'impression de ne plus pouvoir, de ne tirer que de la douleur des autres humains. J'avais l'impression que j'étais clairement en enfer, en fait, que j'avais pas ni la famille. Et à ce moment-là, c'était aussi compliqué avec Eve. La musique, c'était conflictuel avec Y&W. Et avant ça, j'ai dû lâcher mon producteur avec qui je m'étais juré fidélité jusqu'au bout de ma carrière. Et ça a d'ailleurs été un crève-cœur pour moi de devoir quitter ce label Soldats sans grade. Parce qu'on a fait Despo ensemble, en fait. On a fait tout ensemble avec très peu de moyens. Les gens croyaient qu'on était signé en maison de disques, même avant de signer chez Because. Donc la spiritualité, je pense que, et à un moment donné, à chaque moment de ma vie où j'ai essayé d'approfondir ma spiritualité, c'est justement quand je pense que quand tu n'attends plus rien de l'homme ou quand tu cherches à fuir l'homme, bah, où tu vas sur une île déserte, où tu te diriges vers ton créateur. En fait. Alors Despo, l'émission touche maintenant à sa fin. D'accord. Mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question ou de t'imposer un gage. Ouh là là. Ta mission sera d'y répondre ou de l'accomplir. Regarde, ça se passe par ici. Le prochain invité, invitez pas un musulman. Et il va manger le KFC de Lino que j'ai pas mangé. Parce que la photo, faut que quelqu'un il le mange quand même, c'est de la nourriture. Il va manger ses poulets là. Voilà le gage de truc. Merci. Alors, écoute, il y avait Alrima qui disait qu'il fallait pas que ça soit un musulman. Toi, tu es juif, donc tu ne peux pas manger parce que c'est pas cachère. Tu ne peux pas manger parce que t'es pas halal. On s'est dit, c'est une histoire sans fin. Cette histoire de KFC, c'est Lino qui avait lancé ce gage. D'accord. Donc c'est la première fois que ça nous arrive. Là, on a pris la décision, bien évidemment, de ne pas te faire manger un poulet qui n'est pas cachère. Tu n'aurais pas pu, c'est normal. Donc, moi, j'ai décidé, je me suis dit, écoute, il y a un morceau que j'adore. C'est Annie Mystère. Donc, je suis désolée, qui est adressé à ta fille, qui a 11 ans aujourd'hui, qui m'a beaucoup touchée, pour dire vrai, vraiment beaucoup touchée. J'aimerais que tu me fasses un tout petit extrait, très court. Un petit extrait. Voilà. Pas de 10 minutes, hein. Ouais, non, parce qu'il dure assez oui, long. justement. Je suis parti ramener le paradis, soigne tes larmes de ce mouchoir narratif. Je suis parti cueillir paradis. Agneau rêve au tard, pourquoi papa est malade? Il pleure dans tous ses chants. Pourquoi papa est malade? Parce que l'homme est méchant. Ils l'ont puni dans une chambre. Voilà le refrain. Merci beaucoup, Despo. Je te souhaite plein de belles choses. Je te fais la bise. Oui. Et on se quitte et j'espère. Je vous souhaite plein de bonnes choses aussi. Merci pareillement, vraiment pareillement. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. J'ai beaucoup aimé l'entrevue, c'était super. Le plaisir est vraiment partagé. Merci beaucoup. Merci. Pour en savoir plus sur notre invité, rendez-vous sur sa page Facebook Despo Routy. Si vous souhaitez revoir les replays de l'émission, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Mix avec Echana Saf. À très bientôt.